Bonjour, et bonne année à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier R&D Corner de 2026. Donc on est ensemble jusqu'à, 11:30 pour faire le panorama des appels à projets en cours, ou à venir, comme à notre habitude. Aujourd'hui au sommaire, donc on aura une présentation, bien sûr de Cap Digital, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc voilà, on aura une présentation un peu synthétique de notre action. Ensuite, on aura l'intervention de l'un de nos partenaires, Finali pour, le crédit d'impôt innovation. Voilà, ensuite à partir de 10h30 environ, on passera sur les présentations des appels à projets régionaux. Ensuite également quelques appels à projets nationaux et enfin, on clôturera à partir de 11h sur, la présentation d'appels à projets européens avec notre partenaire LGI qui se concentrera en particulier sur les appels à projets de la du cluster 5 d'Horizon Europe et sur ceux de la mission ville. Voilà et on terminera avec, voilà les autres événements et autres opportunités à venir, qui sont, proposés par Cap Digital. Donc, quelques chiffres qui sont, toujours actuellement les chiffres de 2024. On est en train de consolider ceux de 2025. Donc on est un pôle de compétitivité qui existe depuis, presque 20 ans. On fêtera, notre 20e année sur cette année 2026. On est une équipe d'un peu moins de 30 personnes, voilà, réparties sur différentes équipes que je présenterai juste après et on est accompagné par un réseau d'experts assez, important, que je détaillerai aussi, juste après. On rassemble à peu près, 700 structures adhérentes à date, hein, avec, une grande majorité de start-up et de PME, mais également de nombreux grands comptes, beaucoup, d'écoles et de laboratoires de recherche également, des collectivités territoriales et enfin quelques fonds d'investissement. Cap Digital, c'est aussi beaucoup, d'événements organisés tout au long de l'année. On y reviendra, mais voilà, c'est, des événements qui peuvent traiter des différents sujets d'innovation et technologiques, hein, qui sont proposés en particulier par nos référentes communautés, voilà, sur toute l'année, avec différents formats. Donc comme je disais, on est une équipe d'à peu près 30 personnes on se répartit sur, plusieurs équipes. Alexandre et moi, on représente l'équipe, R&D avec, l'activité historique du pôle qui consiste, en la labellisation des projets. Donc, depuis la création du pôle en 2006, c'est un peu plus de 3 500 projets, reçus, un peu plus de 1 900 projets pardon, labellisés et enfin, un peu moins, voilà, un peu plus d'1 sur 2 qui a été finalement financé sur les différents guichets, donc de financement, qui sont accessibles. Hem, on a aussi une équipe donc, Open Innovation Expérimentation qui s'occupe de mettre en place des programmes d'Open Innovation entre des grands comptes et des startups ou entre des collectivités et des startups. Donc, depuis qu'on a lancé cette activité, c'est un peu plus de 12 programmes, réalisés avec, donc environ 230 candidatures, reçues et donc voilà, on a eu notamment la semaine la nuit le mois dernier la présentation d'un AMI, de la région Centre-Val de Loire pour la biodiversité, et l'utilisation des données. Donc on a une équipe, également, sur la partie Europe, bien entendu, qui va s'occuper à la fois de faire en sorte que nous, participons à des projets européens et que, bien sûr, nos adhérents, participent, à des projets européens. Donc c'est aussi dans cette optique qu'on fait intervenir, LGI tout à l'heure pour voilà, vous présenter quelques appels à projets qu'on a sélectionnés comme étant, prioritaires. C'est un travail qu'on a fait ces quelques dernières semaines, de sélectionner sur certains clusters d'Horizon Europe les appels à projets spécifiques qui vont nous intéresser. Donc nous, on s'intéresse en particulier au cluster 2, au cluster 4 et au cluster 5 d'Horizon Europe. Donc voilà, certains ont peut-être reçu, la sélection d'appels à projets que l'on a fait. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous demander, on pourra, en discuter. Et donc cette présence sur, des projets européens nous permet également de voilà, d'avoir un partenaire, au niveau européen. Donc là aussi, on peut aider nos adhérents dans cette recherche, parfois s'ils sont dans des consortiums, à aller chercher d'autres partenaires sur le territoire, sur le continent européen. Donc voilà, là-dessus, on a aussi, cette possibilité-là. On a donc une équipe aussi animation, communication qui va, s'occuper de faire en sorte que nos entreprises adhérentes, exposent sur des salons en France ou à l'international. Et donc en 2024 et en 2025, on est à peu près sur les mêmes chiffres. C'est environ une trentaine d'entreprises qui ont pu bénéficier de cette présence sur des salons, comme, ça a été le cas dernièrement au Smart City World Expo Congress et comme ce sera le cas,
d'ici une semaine à peu près au PIDS, Angien pour les PIDS XP. Voilà, on a également des programmes d'accompagnement, voilà, de coaching, plus enfin un peu en dehors de la R&D, donc sur stratégie RH, roadmap business et cetera. Voilà, faut pas hésiter à suivre, nos actualités sur les réseaux sociaux pour pouvoir en avoir connaissance. Donc pour nous rejoindre, si, cela vous intéresse, donc, c'est, un extrait de la grille des cotisations, actuelle, hein, les 2025, mais les tarifs n'ont pas changé. Donc pour une start-up, c'est à partir de 350 € la première année et ensuite le tarif évolue en fonction de la taille de la société et ensuite on a aussi un extrait pour d'autres, typologies d'acteurs. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à consulter la page du site internet ou à nous contacter directement pour avoir plus d'informations. Côté, R&D qui vous propose ce webinaire, aujourd'hui, donc, comme je disais, c'est, Alexandre qui est également connecté, moi-même qui sommes vos interlocuteurs. Donc, pour nous contacter sur si vous avez des questions sur l'accompagnement qu'on propose ou sur, globalement, un projet R&D plus spécifique, hein, on est à disposition. Donc, vous avez nos adresses mail personnelles ou alors l'adresse mail projet@capdigital.com qui nous contacte directement et si vous avez déjà un projet, assez bien défini. On a un formulaire en ligne qui permet d'adresser une demande, d'expertise et de labellisation, voilà, on pourra ça nous permet d'avoir des premiers éléments sur les projets avant un rendez-vous, diagnostic. Un petit rappel, des régimes de financement, qui vont, nous intéresser aujourd'hui. Donc, on en a sélectionné 2 que nous on suit, hein. Ça va être la règle de minimis qui est une aide au développement commercial, des entreprises, qui elle est une aide, donc, qui est capée à 300 000 €, donc sur 3 exercices fiscaux consécutifs. Voilà, en Île-de-France, c'est en particulier 2 dispositifs qui s'appellent TPUP et PMUP qui rentrent sous ce régime-là et ensuite de l'autre côté, on a les aides, qui sont sous le régime R&D qui elles ne sont donc pas limitées, dans le enfin, avec la logique qu'en faisant de l'innovation, voilà, vous prenez un risque et donc l'idée, c'est de dérisquer l'innovation, en cofinançant donc, les projets, de R&D qui sont lauréats des appels à projets qu'on va voir. Et donc voilà, ensuite le taux de financement évolue entre, les différents niveaux de maturité de la recherche, donc recherche fondamentale appliquée ou développement expérimental et également du caractère collaboratif, ou non, du projet. Donc voilà, c'est un peu là les grands principes, à avoir en tête pour à peu près tous les appels à projets de R&D. Hem, ça c'est un voilà, ça là, c'est un extrait de notre accompagnement sur l'équipe R&D de Cap Digital. Donc, sur la sensibilisation, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui avec ce R&D Corner, mais on le fait aussi parfois pour un appel à projet spécifique en invitant, les financeurs, chez nous pour présenter l'appel à projet à nos adhérents. On l'a fait, dernièrement sur les appels à projets, culture notamment de France 2030. Voilà donc, on reste en veille sur les prochains appels à projets France 2030 qui pourraient sortir et c'est possible qu'on fasse, ce même présentation sur l'année à venir. Donc ensuite, si vous avez un projet un peu bien défini ou même que vous voulez juste un peu avoir une vision un peu plus précise des appels à projets qui pourraient vous convenir, on propose donc des rendez-vous diagnostiques afin de voilà, d'évaluer la maturité du projet et d'identifier avec vous les financements qui pourraient, être adaptés pour essayer de le financer. Si vous avez besoin ensuite, donc, on peut vous mettre en relation, avec d'autres partenaires, si vous voulez vous inscrire dans une logique collaborative d'un projet, hein. Donc ça peut être avec, d'autres startups, avec des académiques, avec des grands comptes, voilà, en fonction de vos besoins. On n'hésitera pas à solliciter les bonnes personnes pour faire émerger des projets collaboratifs, de ce type. On peut également essayer de rechercher pour vous des terrains d'expérimentation et donc vous donner accès à notre réseau d'experts si vous voulez une expertise sur un sujet spécifique, car nos experts proposent parfois aussi d'un accompagnement sur, voilà, des stratégies, plutôt propriété intellectuelle ou autre, voilà, pour citer un exemple. Et donc une fois que le projet, est prêt et que vous allez candidater, on peut vous proposer donc, enfin on vous propose de candidater à la labellisation Cap Digital qui vous permet donc d'avoir ce label d'excellence à joindre avec votre candidature et donc les labels des pôles de compétitivité sont reconnus
comme étant un gage de qualité des projets et ça vient donc, augmenter vos taux de succès sur ces appels à projets-là et au-delà de ça, en amont donc, enfin, dans le cadre de cette labellisation, étant donné que vous recevez un retour, d'experts, qualifiés sur votre domaine, c'est aussi, voilà, des remarques qui sont précieuses pour les porteurs de projets et à intégrer dans votre projet final. Pour les projets lauréats, ensuite, notre équipe, animation et communication n'hésitera pas à vous mettre en visibilité sur nos sites internet, nos réseaux sociaux, nos événements, et autres et également à vous valoriser auprès de l'écosystème français, et européen donc voilà. On a cette, faculté aussi et cette, proximité avec les financeurs et autres acteurs qui peuvent être intéressants dans votre développement. Donc on est accompagné par un réseau d'experts pour, toute cette stratégie pour tout cet processus de labellisation et l'accompagnement à la R&D. Donc on a des experts à la fois sur les différentes technologies qu'on adresse, mais également sur, les différents marchés et bien sûr des experts qui auront plutôt une appétence, business et également d'autres avec, des compétences plus transverses sur, sur voilà tout ce qui est prospective ou sciences humaines. Quelques services qui peuvent peut-être vous intéresser avant qu'on passe sur la présentation des dispositifs et appels à projets. Donc pour rappel, on a, un partenariat avec, l'INPI, hein, pour accompagner nos adhérents sur leur stratégie de propriété industrielle. Donc l'idée, c'est qu'un chargé d'affaires en propriété industrielle est à disposition, 1 fois par mois pour répondre aux questions, des adhérents. C'est entièrement gratuit. L'idée, c'est de faire un rendez-vous, donc un premier rendez-vous afin de mettre en place peut-être une stratégie et puis ensuite vous pouvez pousser l'accompagnement par l'INPI dans le temps pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc si ça vous intéresse, il faut juste s'inscrire, sur notre, sur voilà le formulaire de préinscription qu'on a fait. Je vais vous le mettre dans le chat juste après et ensuite voilà, je vous mets en relation avec cette personne qui calera le rendez-vous avec vous pour en discuter. On a également donc on est également partenaire d'un consortium Hyperion dans le cadre du dispositif French Tech Seed, qui vous permet donc, de faire levier sur votre levée de fonds grâce à des financements non dilutifs, donc c'est des obligations convertibles. Donc vous dans donc l'idée c'est que, pour des levées de fonds entre 50 000 et 250 000 €, vous pouvez avoir, donc 2 € en obligations convertibles pour 1 euro en equity et au-delà, il peut aussi y avoir une intervention, je crois que c'est plutôt au cas par cas dans ce cadre-là, de la BPI. Hem, donc voilà, c'est un consortium qui est copiloté à la fois par Erganeo et nous-mêmes. Ouais, donc l'idée, c'est de sélectionner les projets qui sont éligibles. C'est au fil de l'eau, donc faut pas hésiter à nous contacter là-dessus. C'est Alexandre qui est en charge chez nous. Donc, voilà, vous avez quelques critères de sélection qui sont, listés en bas à gauche. Donc, une start-up de moins de 3 ans, être en phase de levée de fonds. Donc, si vous l'avez déjà réalisé, vous pouvez venir nous voir, mais il faut pas que ce soit il y a trop longtemps. Si vous l'envisagez, dans le futur, plus ou moins proche, donc maximum, 6 mois, vous pouvez également nous contacter pour l'avoir en amont. Voilà, ensuite, il faut répondre aux critères de la deep tech et élaborer donc une stratégie de propriété intellectuelle également. Donc voilà, on en revient à ce sujet également. Donc voilà, enfin, on est accompagné par un réseau de partenaires R&D qu'on a sélectionné, sur l'année 2025-2026. Donc on sur 3 services additionnels, donc en fonction de du type d'accompagnement dont vous avez besoin. À la fois, donc d'un côté sur la partie aide aux rédaction de projets sur des appels à projets régionaux ou nationaux, donc des appels à projets de la région Île-de-France ou France 2030. Là-dessus, on a sélectionné les cabinets Sharpstone et Dynergy. On a également sélectionné des cabinets donc sur la partie financement européen qui ont une expertise particulière là-dessus. Donc ça va être PNO Innovation et LGI qui donc interviendra tout à l'heure sur quelques appels. Et enfin, des partenaires sur la partie plutôt fiscalité d'innovation, donc tout ce qui est CIR, C2I, GEI, IP Box et autres. Et là-dessus, on a sélectionné FRS et Finali, à qui je vais laisser la parole, juste maintenant. Donc voilà, Arnaud, je te laisse la parole du coup pour intervenir. Donc, ce sera Arnaud Sansonetti qui va vous présenter le dispositif, crédit d'impôt innovation, qui est associé chez Finali, responsable d'activité de Paris. Arnaud, c'est à toi. Merci Arthur. Bonjour, vous m'entendez toujours bien?
Arthur, Alexandre, vous pouvez me Très confirmer? bien, C'est parfaitement. parfait, nickel. Oui, donc merci. Comme vient de le dire Arthur, effectivement, Finali est fier de faire partie des partenaires sur les aides fiscales à l'innovation et du coup, je vais vous faire une présentation sur le crédit d'impôt innovation, un petit focus, hein, je ne vais pas vous parler de toutes les aides à l'innovation, ça serait trop long aujourd'hui, mais on va faire un focus sur le C2I et vous expliquer effectivement comment Finali peut vous accompagner dans la mise en place de ce dispositif. Je suis donc votre interlocuteur, donc pour tous les adhérents du Cap Digital, voilà mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Moi, je suis donc associé de Finali et je suis également le responsable du bureau basé à Paris, parce qu'il faut savoir que Finali a son siège qui est basé à Bordeaux. Voilà. Vous avez mes coordonnées ici. Maintenant, donc comment va se dérouler la présentation? Ça va être un rapide rappel sur le C2I, sur ses critères d'éligibilité, sur, ses, dépenses éligibles. Ensuite, je vais vous expliquer aussi rapidement comment on peut déclarer son C2I, à quel moment ça se fait surtout, puisque là, on rentre dans cette période justement de déclaration, donc ça me semblait important de vous réexpliquer, comment ça se passe et ensuite vous présenter notre solution pour accompagner, les adhérents de Cap Digital et ensuite un petit temps de questions-réponses. Alors, j'ai mis le CIAL C2I parce que je trouvais ça important effectivement de présenter un peu les 2 qui sont similaires et de présenter un peu la différence du C2I, par rapport au CIR. Donc ce sont tous les 2 des aides fiscales à l'innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est réservé déjà aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu et assujetties donc aux bénéfices industriels et commerciaux. Alors aide fiscale, ça veut dire que c'est un crédit d'impôt, hein, comme son nom l'indique, donc ça va venir en déduction de l'impôt sur les sociétés ou du revenu. D'où effectivement, cela. Ce sont des aides parmi les plus généreuses, parmi les aides fiscales, ce font partie des aides les plus généreuses. Vous voyez les montants là sur la droite. Alors le dernier montant recensé, de 2023, donc pour le crédit d'impôt recherche, c'est 7,2 milliards d'euros de crédit d'impôt recherche, dans l'année déclarée. Quant au C2I, vous le voyez, c'est une part quand même bien moins importante, donc souvent un dispositif méconnu, d'où la volonté de vous présenter ce dispositif qui est de 320 millions d'euros déclarés en C2I. Pourquoi c'est un peu moins effectivement important que le CIR? Bah, déjà, c'est réservé aux PME, c'est ce que je vous mets en bas, donc c'est réservé aux PME, je vous le redirai après. Et en plus, c'est un crédit d'impôt qui est plafonné. Et donc, en moyenne, une PME déclare 35 000 euros de C2I par an. Donc voilà pour ça, pour mettre un peu dans le contexte. Maintenant, quand on veut déclarer ou quand on est intéressé par ce dispositif, c'est parce que souvent on a un projet d'innovation. Quels sont les projets d'innovation éligibles au C2I? C'est la première question qu'il faut se poser. Là, une rapide slide pour vous expliquer effectivement, quelles questions il faut se poser. Ça concerne, les produits nouveaux sur son marché. Par produit, on entend bien corporel ou incorporel. Donc ça peut être effectivement un objet ou un logiciel, une solution SaaS. Il faut montrer effectivement qu'on va se différencier des solutions existantes selon l'un des 4 critères que vous voyez ici présentés, soit des performances techniques supérieures, soit l'apport de nouvelles fonctionnalités, soit une ergonomie optimisée, soit alors on est rentré dans une démarche d'éco-conception qui va être du coup meilleure que les produits concurrents. Il ne faut pas avoir une démarche éco-responsable, il faut le faire mieux que les autres. Donc ça, c'est déjà le premier point à voir, c'est est-ce qu'on a un projet d'innovation, c'est-à-dire est-ce qu'on a vocation à développer un produit qui va être nouveau sur le marché et qui va se différencier des produits existants sur l'un de ces 4 critères. Alors, ce n'est pas les 4 à respecter, on n'est pas obligé de respecter les 4 critères, il faut vraiment respecter un de ces 4-là. Et donc, si c'est bien le cas, ensuite, on va regarder les dépenses qu'on a eues dans l'année. Quelles sont ces dépenses qu'on va pouvoir valoriser? C'est les salaires. Donc, c'est les salaires des personnes qui ont participé au développement de ce produit. Ça peut être les dépenses externalisées, donc avoir fait appel à un prestataire externe qui nous a aidés dans ces développements. Il y a une petite condition à respecter, il faut qu'il soit agréé crédit d'impôt innovation, c'est une sorte de petit label, certification attribuée par l'administration. Et on peut valoriser également le matériel, donc les dotations aux amortissements. Ce sont les 3 principaux postes de dépenses. Arthur a parlé de l'INPI, il y a également les frais de brevet effectivement et de dépôt de dessins et modèles qui sont valorisables.
uniquement au crédit d'impôt innovation. C'est quelque chose qui a changé. Avant, ça a été également pour le CIR. Maintenant, c'est réservé à l'innovation. Vous pouvez également déclarer ces dépenses-là. Mais voilà, vous voyez vraiment les trois principales dépenses. Ce n'est pas incompatible avec les subventions. Si jamais vous avez des subventions pour développer votre projet, vous pouvez quand même déclarer du C2I. Ça va venir en déduction de cette assiette de dépenses, comme vous le voyez en dessous. Et en fait, on va faire la somme donc, de ces trois postes de dépenses. On va déduire les subventions si jamais vous en avez eu pour financer votre projet. Et 20% de cette assiette va constituer votre crédit d'impôt innovation. Comme je disais, c'est réservé aux PME. Alors les PME, c'est la réglementation européenne dit que c'est moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, comme je disais également, ce crédit d'impôt est plafonné. Alors, il n'est pas plafonné au niveau de son montant de crédit d'impôt, il est plafonné au niveau des dépenses. Donc, vous êtes plafonné à 400 000 euros de dépenses. Et comme le taux est de 20%, ça vous fait un crédit d'impôt innovation maximum de 80 000 euros par an. Voilà pour cela. Maintenant, vous voyez que vous avez un projet d'innovation, vous avez des dépenses, vous dites, bah, OK, comment je vais faire pour déclarer? Alors là, c'est le calendrier fiscal. Donc, c'est collé en fait avec, comme c'est un crédit d'impôt, ça va se déclarer au même moment que votre résultat d'exercice, c'est-à-dire le moment où vous allez déterminer si vous avez de l'impôt ou pas à payer. Là, vous voyez rapidement le calendrier. Alors, c'est pour 2024, excusez-moi, ce n'est pas encore à jour pour 2025. Et si jamais vous clôturez votre exercice au 31 décembre, comme la grande majorité des entreprises, vous devez savoir que vous avez jusqu'au 15 mai de l'année qui suit pour déclarer votre crédit d'impôt. Donc, c'est la même règle pour le crédit d'impôt innovation. Donc, si vous clôturez au 31 décembre jusqu'au 15 mai 2025, en l'occurrence, dans mon exemple, pour déclarer son CIR-C2I 2024. Si vous êtes en exercice décalé, ce qu'on appelle décalé, donc vous clôturez au milieu de l'année, par exemple au 30 juin, vous avez 3 mois et demi pour déclarer votre résultat d'exercice. Donc là, on arrive au 15 octobre 2025, par exemple, pour déclarer son CIR-D2I 2024. Donc quand je disais qu'effectivement, c'est bien de se poser les questions dès maintenant, c'est parce que comme la majorité des entreprises clôturent au 31 décembre, bah voilà, vous savez que là, on rentre dans la période où il faut déclarer son résultat d'exercice. Et donc, effectivement, nous, on intervient beaucoup sur la valorisation et la justification de ces crédits d'impôt jusqu'au 15 mai. Là, c'est juste pour expliquer comment ça se passe. C'est un formulaire à transmettre en même temps que votre liasse fiscale. C'est le 2069 ASD. Je ne vais pas m'étendre plus dessus. Je trouvais intéressant dans cette slide de vous montrer effectivement que ça se déclarait en même temps que le solde d'impôt sur les sociétés, donc d'IS, que sa vocation première, donc c'est sur la petite image de droite, vous voyez à gauche, si votre IS est supérieur à votre CIR ou C2I, bah, ça vient en déduction de l'impôt. Vous payez moins d'impôts, donc c'est une économie directement réalisée par la diminution d'impôts. Mais surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est que des fois, on nous dit oui, mais moi, je n'ai pas d'impôt à payer, donc je ne fais pas de bénéfice, donc je ne peux pas bénéficier du C2I. Ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, du coup, bah, en fait, ça va constituer une créance qui est reportable les années suivantes, sauf si vous êtes une PME, puis ça tombe bien, si vous faites du C2I, vous êtes forcément une PME, et donc du coup, vous pouvez demander le remboursement de cette créance. Voilà, bon, c'est un formulaire que vos comptables doivent connaître, un 2573. Et en fait, vous demandez le remboursement aux impôts et du coup, ça vous fait un import aux trésoreries euh, qui arrive des impôts donc et qui est lié au remboursement de votre C2I. Donc, c'est vraiment ce qui intéresse la plupart de nos clients. C'est du coup bah, de pouvoir valoriser ces projets et de pouvoir l'année d'après bénéficier d'un apport en trésorerie sous la forme du remboursement de ce C2I. Maintenant, la solution Finali. Alors pourquoi je dis solution Finali? C'est parce que Finali, en fait, on n'est pas un cabinet conseil, on est vraiment une société d'édition de logiciels. On a développé la première plateforme SaaS dédiée aux aides fiscales à l'innovation. Et ça nous a permis d'être vraiment l'allié des entreprises innovantes. Comme vous voyez ici, c'est notre petit mur de logo. On travaille principalement avec des startups TPE, PME, d'où vraiment, c'est pourquoi il y avait vraiment du sens, effectivement, de travailler avec les adhérents de Cap Digital. Comme vous voyez ici, on a plus de 800 clients actifs, quelques chiffres, hein, répartis sur la France entière. On travaille bien entendu dans tout secteur, beaucoup le numérique, puisqu'on fait beaucoup d'innovation, et donc ça touche beaucoup le secteur du numérique à l'heure actuelle, mais également dans la santé, le transport, l'énergie, l'environnement. Quelques chiffres également pour vous dire qu'avec Finali, bah, voilà, nos clients ont récupéré plus de 100 millions d'euros d'aides obtenues. Ça fait plus de 800 dossiers déposés et puis on a un taux de validation qui est de 99,4%, ce qui est plutôt très bon. Alors pourquoi on a un si bon résultat? C'est parce qu'on a un processus dans la façon dont on travaille avec nos enfants qui est bien fait, c'est-à-dire que nous, on a toujours une première étape où on va tester l'éligibilité de votre projet. Dans un premier temps, ça se fait avec un expert gratuitement.
Vous pouvez le faire également en ligne. Vous avez dans cette présentation le lien qui vous amène vers le diagnostic d'éligibilité. Mais systématiquement, de toute manière, il y aura un audit avec un expert tel que moi pour pouvoir effectivement vérifier que vous avez un projet éligible et surtout des enjeux financiers. Si c'est bien le cas, ensuite, on va vous proposer l'une de nos 2 formules d'accompagnement, parce que grâce aux outils logiciels qu'on a développés, on a 2 façons de travailler, et je vais les détailler, juste après. Et ensuite, si effectivement les enjeux sont bien là, qu'il y a bien l'éligibilité, il y a une formule d'accompagnement qui vous plaît, on va lancer les démarches ensemble et donc on va procéder à toutes les étapes de la valorisation jusqu'à la justification et même la réponse, aux questions de l'administration. Vous voyez ici donc maintenant nos 2 formules d'accompagnement. On a notre formule Fast and Secure à gauche qui est, celle qui plaît majoritairement, à nos clients. C'est celle où on se partage le travail. En fait, ça va vraiment être l'association, de la puissance des logiciels qu'on a développés avec l'expertise de nos consultants. On vous met à disposition donc nos logiciels qui permettent de calculer, rédiger un dossier technique, de télécharger automatiquement, les livrables. Et ça va être couplé à l'expertise de nos experts, à une revue itérative des dossiers, autant financiers que techniques. Et bien entendu, il y a une assistance en cas de contrôle dans cette formule, tout comme l'autre où on s'occupe de tout. Là, par contre, bah voilà, vous préférez effectivement qu'on ait un peu plus la main sur les dossiers. Et dans ce cas-là, on s'occupe de tout. Vous nous donnez les informations et nous, on la met en forme. Et bien entendu, on la fait valider avec vous. Le niveau de service est identique. Euh, c'est pas une low cost et une premium, hein, c'est vraiment 2 façons de travail différentes. Néanmoins, la différence, ça va être au niveau du prix puisque, sur la Fast and Secure, forcément, il y a une partie du travail qui va être fait par nos clients. Donc du coup, le montant, de notre prestation, est inférieur par rapport aux sur-mesures. Vous voyez ici nos prix. Alors, c'est les prix qui sont affichés sur internet. Je précise ça, c'est parce que, en tant que partenaire de Cap Digital, nous proposons une remise de 10 automatique sur nos prix qui sont affichés. Donc c'est pour ça que je préférais vous présenter ceux qui sont là, donc vous les retrouvez sur notre site, mais sachez que pour les adhérents de Cap Digital, vous avez une remise de 10 sur ces prix-là. Notre particularité, c'est qu'on fonctionne au forfait. Comme vous l'avez bien compris, on valide dans un premier temps qu'il y a bien des enjeux, qu'il y a bien de l'éligibilité et ensuite on vous fait une offre effectivement adaptée à votre besoin sur la base de ces prix-là qui sont donc au forfait avec notamment, voilà, toujours un acompte à la commande et une facture de solde à l'obtention, donc soit de votre JEI, soit de votre crédit d'impôt recherche, soit de votre crédit d'impôt innovation. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère avoir été assez clair et rapide, Arthur, parce que je sais que le temps est Merci. est Ouais, on a timé toujours et un je suis, programme chargé. Mmh. voilà, chargé. Je suis tout à fait maintenant disposé à répondre à quelques questions s'il y en a. Dites-moi, Arthur et Alexandre, si jamais il y a des questions sur cette présentation. Oui. Bah, merci beaucoup pour la présentation, c'était, très clair. En effet, il y a une question de Ludovic, Gineste, donc qui souhaite savoir, en cas de changement de statut d'une entreprise, donc si elle devient donc ETI, jusqu'à quelle échéance, exercice, est-elle éligible au C2I? Alors, c'est une bonne question. Alors, il faut savoir que le statut de PME, on le perd que si on dépasse les critères de la PME, c'est-à-dire 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est même ou 43 millions au bilan, pour être tout à fait exact. On perd donc le statut de PME si on dépasse l'un de ces critères sur 2 exercices de suite. Donc ça veut dire quoi? On est PME en 2025, on n'est plus en 2026 parce qu'on dépasse l'un des critères, on peut quand même faire du C2I parce que l'administration considère que pour l'instant, on est toujours considéré comme une PME. Par contre, en 2027, si on continue de dépasser l'un de ces 2 critères, on perd officiellement le statut de PME. Donc je ne sais pas si c'était clair. En gros, voilà, on ne le perd pas l'année où on dépasse l'un de ces 2 critères, c'est au cours de la deuxième année si c'est toujours le cas, si on dépasse toujours l'un de ces 2 critères. Donc c'est, voilà, quand on devient une UTI, c'est lors de la deuxième année consécutive. Très clair, merci pour la réponse. Avec Tu pas plaisir. d'autres questions? Moi, j'en ai peut-être, une pour, rester dans le thème du R&D Corner. Donc dans le cadre, d'une obtention d'une subvention sur un appel à projet, donc ça vient en fait se déduire de la somme du C2I qui a déjà été, perçue? C'est ça le fonctionnement que tu évoquais? Alors, pas tout à fait, ça vient en déduction de l'assiette des dépenses. C'est pas du C2I, c'est-à-dire qu'on va faire la somme des dépenses, comme je présentais, les frais de personnel, les prestataires externes et les dotations aux amortissements et on va dire: «Bah, voilà, une partie de ces dépenses ont été financées par la subvention». Mais on va pas déduire toute la subvention parce que la subvention, des fois, elle peut courir sur plusieurs années
3 ans, hein, ça peut aller jusqu'à 3 ans, même plus. Elle peut financer certaines dépenses, qui ne sont pas éligibles au C2I. Donc il y a tout un traitement à faire pour bien identifier quelle part de subvention à financer les dépenses qu'on valorise. Et donc, c'est au niveau des dépenses, on va faire ce petit calcul-là et ce petit retraitement et ensuite, on va calculer son C2I. Donc imaginons que, tu aies eu 100 000 € de dépenses, tu as eu, 50 000 € de subvention, bah, tu vas calculer ton C2I sur 50 000 €. Si on reste sur juste une année pour faire un exemple simple, hein. Voilà et donc tu as, 20 donc 10 000 € de C2I. Ça ne vient pas en déduction du C2I, mais de l'assiette des dépenses. D'accord, très clair. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci Arnaud. Donc, comme vous l'avez, compris, donc, si vous êtes adhérent de Cap Digital et que ça vous intéresse, vous bénéficiez d'une réduction, donc n'hésitez pas à passer, par nous, hein, si vous voulez être mis en relation. Il y a aussi le contact d'Arnaud ici, mais en tant qu'adhérent, voilà, vous avez cet avantage qui est offert. Donc, voilà, ils sont à disposition. Merci beaucoup Arnaud Mais de et rien, merci Arthur n'hésitez pas, pour cela, pour, la ouais, réalisation du RDA à très Corner. vite. À très vite. Merci. Donc on va poursuivre, ce R&D Corner avec, les appels à projets de la région Île-de-France. Actuellement, on est, voilà, concentré sur les appels à projets, vraiment de la région, donc Innov Expérimentation. Les appels à projets France 2030 régionalisés, pour l'instant, sont clôturés, donc il y a pas de nouvelles publications, sur Innov Leader et IDEMO régionalisé, annoncées pour le moment. Donc on reste en veille là-dessus, donc on va se concentrer sur ceux, heu, donc heu, de la région. Donc InnovUp, hein, que vous connaissez, qui est donc disponible, tout au long de l'année, qui est donc ouvert au fil de l'eau et qui, voilà, je ne vais pas rester très longtemps dessus, c'est juste pour, le rappeler qu'il existe, hein. Ça permet de financer, tous les stades de maturité d'un projet d'innovation, hein, de la faisabilité jusqu'à l'expérimentation. Voilà, si vous avez, des besoins, c'est assez flexible, assez adapté, au projet. Donc, c'est pour des projets, portés par des TPE, PME, ETI, franciliennes, des associations dans certains cas, il faut qu'elles aient une activité commerciale et voilà, c'est pour des projets qui sont compris entre 6 et 24 mois et voilà, avec des subventions qui peuvent aller jusqu'à 500 000 € et une autre partie qui peut être complétée en avance remboursable ou prêt à l'innovation. Voilà, les modalités, elles sont, voilà, elles sont enfin, nous, on les connaît, donc si vous voulez en savoir plus, si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter, on sera là pour y répondre. Voilà, ensuite vous passez par un processus de sélection, hein, assez classique, où la qualité de l'innovation, le potentiel économique et la contribution, au développement de l'Île-de-France sont évalués et donc voilà, là-dessus, on est là pour vous accompagner et vous proposer voilà, vous soutenir dans cette démarche. Mais je vais surtout me concentrer sur 2 dispositifs d'expérimentation, donc qui sont, des déclinaisons thématiques d'InnovUp, hein, sur la transition écologique des territoires déjà. Donc là, pour le coup, pour lequel on est partenaire de la région aux côtés de la Fondation Solar Impulse et de l'association Construire le futur, habiter le futur. C'est donc un dispositif qui vise à cofinancer des projets qui sont des solutions à des stades de maturité assez élevés, qui ont la volonté d'être testés en conditions réelles avant d'être déployés sur le marché. Donc voilà, sur des domaines prioritaires pour la région, dans le cadre de la transition écologique, donc tout ce qui est bâtiment durable, écoconstruction, tout ce qui est économie circulaire, tout ce qui est relatif à l'énergie, à la nature, à la biodiversité, aux questions d'adaptation et de résilience et enfin de mobilité et de logistique. Hem, voilà, c'est une aide qui est bonifiée par rapport à une Novep, classique. Pas bonifiée dans le taux de financement, mais dans la part de subvention dans ce taux-là. Et donc là, on est là pour accompagner les porteurs de projets dans la recherche de terrains d'expérimentation pour pouvoir, mettre en place le projet. Parce que c'est l'une des conditions, hein, que la start-up, l'entreprise qui développe une solution, vienne la tester en conditions réelles avec une collectivité territoriale, francilienne. Et voilà, nous, on est là pour vous accompagner dans cette démarche. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais si vous êtes intéressé par ce dispositif, il y a un webinaire qui est prévu ce jeudi à 11 heures. On organise ce webinaire avec la région Île-de-France et les partenaires de 11 heures à midi. Le lien d'inscription, sera accessible dans les slides et je vais le remettre dans le chat, juste là.
Voilà, l'idée ce sera, vous pourrez poser vos questions, et cetera. On aura une intervention donc, une présentation du webinaire, du dispositif, au global et ensuite on aura aussi, un retour d'expérience de la part, d'une collectivité territoriale qui a accueilli des expérimentations pour, voir un petit peu comment elle a intégré ça dans sa stratégie. Un retour d'expérience de la part d'un porteur de projet qui a bénéficié de la subvention et enfin une autre entreprise, qui viendra pitcher sa solution dans le cadre d'une recherche de terrain pour, mettre en place son démonstrateur. Voilà, je vous remets le chat juste après, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Sur, ensuite sur la partie Silver Economy et bien vieillir, donc notre priorité régionale, il y a également une déclinaison thématique qui a été mise en place. Pour celle-ci, on est en partenariat avec, donc Silver Valley pour accompagner les projets, dans le dépôt du projet. Donc là, comme pour le dispositif présenté juste avant, hein, ça va être également dans la recherche de terrains d'expérimentation qu'on peut vous aider si vous avez une solution dans ce domaine-là et que vous voulez la tester. Donc là, les terrains d'expérimentation qu'on va souvent rencontrer, bah, ça va être des EHPAD, des résidences autonomie ou des structures un peu de ce type. Là, les domaines prioritaires, ça va être tout ce qui est santé, prévention, le soutien aux aidants, l'inclusion sociale et la mobilité et l'aménagement des espaces, pour les personnes âgées. Voilà, les modalités sont les mêmes, hein, c'est ouvert aux TPE, PME, ETI et associations franciliennes. Le projet ne doit pas dépasser, une durée de 18 mois et voilà, c'est également ouvert au fil de l'eau. Vous déposez le projet quand il est prêt. Voilà. Nous, on est là, donc pour vous apporter cette expertise et ce soutien, jusqu'au dépôt du projet et au-delà, on peut voilà, faire le suivi de l'instruction pour s'assurer de son financement et cetera. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions sur ces quelques dispositifs, régionaux? Juste le lien pour le webinaire. Bien sûr. Bien sûr. Je, Je je mets le je lien mets dans le le lien chat dans le chat et et voilà, et on sera voilà, on sera disponible disponible, pour se enfin, je serai connecter connecté pour pour la ma part part aussi. aussi jeudi. Merci. Je vous propose de passer aux appels à projets nationaux qui vont nous occuper pour le premier trimestre. Donc avec deux domaines, donc les appels à projets structurels qu'on va voir là, qui vous permettent en gros de financer le plan de développement de votre entreprise sans avoir de sujet ou de thématique précise. Donc c'est un appel à projet générique qui n'est pas ciblé sur une thématique spécifique et qui reviennent de manière récurrente, en général tous les ans, et parfois plusieurs fois par an pour certains d'entre eux. C'est des concours d'innovation qui apportent au soutien soit aux chercheurs, soit aux entreprises innovantes françaises, avec différents volets complémentaires qui permettent de favoriser le développement de la deep tech en France sur tout le continuum de l'innovation. Donc du labo à la création d'entreprises, au financement de la croissance de son activité. Et là, pour l'instant, ce qu'on a d'ouvert sur ces appels à projets structurels, c'est le concours d'innovation ILAB. On a la 28e édition qui a pour objectif de détecter des projets de création d'entreprises, de technologies innovantes et de soutenir les meilleurs d'entre eux, grâce à une aide financière, un accompagnement dédié. Donc, projet de création-développement dont la faisabilité technique, économique et juridique est établie peuvent concourir s'ils donnent lieu à court terme à une création d'entreprise ou des projets d'innovation portés par des sociétés de moins de 2 ans. Donc, très early stage, soit entreprise en cours qui sera créée très prochainement, soit société de moins de 2 ans. Donc là, vous voyez un peu aussi les critères de sélection si ça vous intéresse. Donc, retenir les budgets que vous pouvez présenter à cet appel, c'est jusqu'à 1 million d'euros. Les durées des projets que vous pouvez financer, c'est de 12 à 36 mois. L'aide, c'est de 600 000 euros en subvention, plus un accompagnement. Alors, les deadlines, elles vont être très serrées puisque la clôture, c'est le 3 février 2026. Et donc, pour la demande de label, c'est aujourd'hui. Donc, vous pouvez même écrire dans le chat si ça vous intéresse, ou directement à Arthur.
Et si vous souhaitez une labellisation pour augmenter vos chances et que vous souhaitez vous positionner sur cet appel à projet. Je rappellerai juste très rapidement que par rapport au dispositif French Tech Seed que vous a présenté Arthur, si vous êtes en complément si vous faites une levée de fonds en complément de eLab, les dossiers French Tech Seed ont été pensés pour être très proches du dossier eLab. Donc, ça vous permet de faire une pierre de coups si vous êtes dans cette optique. Après, on a IDEMO 5 qui vous permet pour le coup développement d'entreprises individuelles et de services sur des marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour l'économie française, tout en contribuant aux objectifs généraux qu'on a en termes de transition énergétique, écologique et numérique. Donc, voilà, ça permet de financer de l'innovation de rupture, des projets de R&D individuels ou collaboratifs, entreprises, des partenaires avec des entreprises, des acteurs de recherche et la structuration de filières. Donc, en gros, retenir que si vous souhaitez aller sur les démos pour financer le développement de votre activité, de votre R&D, vous pouvez y aller en individuel. Donc là, ça sera plutôt pour des petites structures, donc hors ETI et grandes entreprises, ou des collaboratifs. Tout est possible, hein, de PME, TPE, ETI, grande entreprise, labo de recherche, avec 6 partenaires max, donc forcément une ETI, une PME et une ou ETI. Budget, vous pouvez présenter des budgets assez conséquents, donc des budgets supérieurs à 4 millions d'euros si vous voulez en collaboratif. Et la petite nouveauté de cette année, c'est pour des projets monopartenaires. Budget supérieur à 2 millions d'euros. Et en fait, vu qu'il n'y aura pas d'e-lab... pardon. Attends, c'était quoi ouais, oui, il remplace... C'est Innov. C'est Innov qui... Ouais, Innov, j'ai un petit bug ce matin. Donc, ça remplace Innov, d'où la subtilité, d'où l'ajout du projet monopartenaire à plus de 2 millions d'euros. Donc, les projets que vous pouvez financer, c'est de 3 à 5 ans. L'aide de 35 à 60% du montant demandé. Et cette aide se répartira entre, c'est classiquement pour des projets France 2030, 60% en subvention et 40% en avance remboursable. Alors, les deadlines, vous avez un peu plus de temps par rapport à eLab. Donc, le dépôt de candidature, c'est des dossiers, c'est le 24 février. Donc, nous, on vous demande 3 semaines avant, donc 3 février 2026, sachant qu'il y aura, pour le coup, à la différence d'eLab, 2 autres relèves en 2026. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on fait une pause là? Est-ce qu'il y a une petite question? Il n'y a pas de questions sur cette partie. Donc là, je vous propose de passer sur des appels à projets qui sont plus, on va dire, thématiques. Donc, qui vont être ciblés sur des thématiques spécifiques qui sont généralement définies dans le cadre des stratégies d'accélération pour l'innovation et qui traduisent les grandes orientations, priorités de l'État en faveur de certaines technologies ou enjeux. Donc, on a les 2 nouvelles vagues de pionniers de l'IA qui vont arriver sur le premier semestre, après celle de novembre. Donc, l'objectif de pionniers de l'IA est de soutenir des projets de R&D à fort potentiel de rupture technologique, qui soient capables de générer un impact durable sur l'économie et de contribuer à la souveraineté nationale grâce à des innovations d'intelligence artificielle. L'objectif de cette AAP est de soutenir une diversité de projets, y compris des projets émergents ou à fort degré d'incertitude. Alors, contrairement à tous les appels à projets traditionnels qu'on vous présente, faut bien retenir que c'est déjà, il y a une instruction simplifiée et ça a été validé sur la première vague, c'est-à-dire que les annonces de lauréats ont été faites un mois et demi, à peu près un mois et demi ou 1 mois et 3 semaines après la relève. C'était fait avant Noël, alors que la relève était le 5 novembre de l'année dernière. Donc, processus très rapide, ce qui peut être un atout. Et il faut aussi retenir que c'est un appel à projet en différentes étapes. Donc, c'est en 3 étapes avec un entonnoir progressif. Donc, on va commencer par
et qui va suivre un petit peu le niveau de maturité des projets. Donc là, c'est ouvert pour la phase 1, cet appel à projet, pour les études de faisabilité. Et après, vous pouvez aller en phase 2, des démonstrateurs qui vous permettent d'avoir des financements complémentaires si vous êtes sélectionné, beaucoup plus élevés. Et une phase 3 qui permet de finaliser le projet pour aller jusqu'à la réalisation de MVP TRL 7 à 8 avec là des grosses enveloppes qui peuvent aller jusqu'à 8 millions d'euros. Donc, pour la nature des projets attendus, on attend de vous la mise en place d'une innovation technologique avec un impact transformant sur un domaine d'application démontré par le traitement d'un cas d'usage identifié, avec en particulier, vous pouvez travailler sur des sujets comme l'interaction des modèles avec des environnements complexes, notamment l'IA appliquée à la robotique et les IA agentiques. Donc, pour l'IA robotique, on a tout ce qui est l'IA physique, etc. Architecture des modèles, monde physique, des méthodes d'entraînement. Vous pouvez travailler sur des données synthétiques, corpus multimodaux. Donc, deuxième grand critère important, type de projet attendu, des projets appliqués aux domaines prioritaires qui sont production industrielle, santé, transition écologique, sécurité. Alors, sécurité, il faut l'entendre avec une exception large, on va dire, parce que ça inclut la cybersécurité, mais aussi vous pouvez traiter des sujets comme la désinformation, mésinformation, ce genre de choses. Et après, troisième élément important pour son projet, la capacité à mobiliser des bases de données soit inédites et des bases de grand volume. Donc l'accès aux données est très important. Donc après, pour les petites caractéristiques, c'est un appel à projet qui est opéré par BPI France pour les entreprises et l'INRIA qui s'occupera du guichet qui est plus au niveau des académiques, soit pour la création de start-up par des académiques, soit par du transfert technologique après les entreprises. Retenez que ça peut être individuel ou collaboratif. Et dans le cas d'un collaboratif, c'est 3 maximum, tout en ayant la possibilité de changer aux différentes phases. Donc phase 1, phase 2, phase 3. Les partenaires peuvent entrer, sortir, etc. Mais la limite, ce sera toujours 3. Pour cette phase 1, pour l'étude de faisabilité, donc, retenez que c'est 100 à 200 000 euros. Jusqu'à 8 millions en phase 3, après, comme je vous l'ai dit. Pour la phase 1, durée de 6 à 12 mois pour les projets. Répartition de l'aide. Le taux d'aide pour la phase 1, c'est 100% en subvention. Pour les autres phases, de 2 à 3, si vous recandidatez plus tard et que vous êtes retenu, vous pourrez peut-être rendre des taux d'aide de 25 à 60% pour les entreprises et 50 à 100% pour les académiques selon méthode choisie. Alors, la deadline, ce sera 10 mars 2026 pour la date de dépôt de son dossier auprès de BPI sur la plateforme Pixel. Et pour la demande de label, ça sera la date limite 25 février 2026. Après, on aura transition numérique de la culture, appropriation de l'intelligence artificielle. Donc là, on voit un peu plus loin. Ça vise à accélérer la transition numérique des secteurs culturels et créatifs à travers le développement, l'appropriation et le développement de technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle pour renforcer la compétitivité et la résilience de la filière des industries culturelles et créatives. Alors il cherche à répondre à plusieurs enjeux qui se posent dans le domaine de la culture, qui illustrent les transformations de ce secteur. Donc, en gros, les compétences et intégration de l'innovation, développement et maîtrise de la chaîne de valeur, la découvrabilité des contenus culturels francophones et promotion de la diversité, la souveraineté technologique, culturelle et la soutenabilité des solutions, la maîtrise de la donnée et aussi tout ce qui est sécurisation et répartition des droits. Et là aussi, vous pourrez traiter le sujet de la désinformation par cet appel à projet. Les thématiques de projet retenues, vous pouvez traiter une à 3 de ces thématiques. Il faut s'inscrire au moins dans l'un de ces 3 thèmes. Donc, thème 1, accompagner le développement de solutions contribuant à la création et au développement de nouvelles expériences culturelles et artistiques. Thème 2, accompagner le développement de solutions de partage et de valorisation des données. Thème 3, accompagner le développement de solutions permettant de sécuriser l'exploitation des contenus et la rémunération des ayants droit.
Donc, sur cet appel à projet qui est, lui, géré par 2 opérateurs, donc BPI France pour plutôt l'angle économique et Banque des Territoires plutôt pour le commun, les projets d'intérêt généraux. Donc, vous pouvez y aller en individuel ou collaboratif, même s'il y avait une priorité au collaboratif quand on avait reçu des opérateurs chez nous. C'est ouvert à toute entité qui exerce ou non une activité économique. Vous devez présenter des budgets supérieurs à 400 000 € dans leur assiette. Vous pouvez faire des projets de 12 à 36 mois. TRL, on attend des 4+ en début de projet jusqu'à 7 et plus en fin de projet. Taux d'aide, ce n'est pas forcément précisé dans le cahier des charges, mais ça peut aller jusqu'à plus 50%, plus de 50%. Et nous, sur les projets France 2030, dans le domaine de la culture, les retours qu'on a eu des candidats, enfin des lauréats, pardon, qu'on a suivis, c'est des taux assez proches de ce qu'ils demandaient, donc des taux assez proches de ce qui est présenté en général aux entreprises. Répartition de l'aide, subvention, 60% max plus avance remboursable, 40% minimum en cas général. Donc, répartition assez classique sur France 2030. Alors là, je voulais présenter pour que vous ayez un horizon sur le premier début d'année 2026. Et ça sera le 28 avril 2026. Et on voudra vos dossiers pour début avril, si ça vous intéresse. Et il y a l'APCOM qui a été sorti pendant les vacances de Noël par l'ANR. Donc l'APCOM, c'est le laboratoire commun qui a pour objectif de soutenir financièrement l'engagement des acteurs de la recherche académique qui sont désireux d'établir des partenariats bilatéraux et structurés avec des entreprises. Ces partenariats bilatéraux visent à soutenir l'innovation sur la base des activités de recherche menées au sein du laboratoire de recherche académique et d'une entreprise. Donc, à noter qu'il précise dans le cahier des charges que sur cette édition 2026 du LabCom, ils sont aussi intéressés par une dimension IA dans les projets. Donc, ils vont s'inscrire, ils vont chercher à renforcer aussi par ce dispositif la recherche partenariale en intelligence artificielle, en encourageant le montage de projets à forte compétence IA, les secteurs identifiés du plan IA, de la stratégie IA, donc santé, transport, énergie, environnement, sécurité. Alors pour les projets qu'ils attendent, en fait, c'est des projets vraiment de collaboration et on va attendre de vous que vous présentiez des projets avec les caractéristiques suivantes. Donc une feuille de route de recherche et d'innovation établie entre les 2 parties, puisque c'est bilatéral, donc entre l'acteur académique et l'entreprise, en définissant une stratégie commune et un programme de recherche d'innovation de long terme, parce qu'on attend des projets sur 54 mois. On attend aussi que vous présentiez une gouvernance commune et partagée entre les 2 parties prenantes, qui permettent un fonctionnement intégré au jour le jour des équipes académiques et industrielles. Vous devez aussi définir une stratégie visant d'une part une activité de recherche de haut niveau et d'autre part la valorisation des résultats issus des travaux de recherche, des travaux réalisés dans le cadre du partenariat. Et vous devez aussi définir un cadre de partage de la propriété intellectuelle entre les parties prenantes. Donc c'est collaboratif, 2 partenaires, donc une entreprise, un organisme de recherche droit public ou privé, qui doit être porteur, plus une entreprise, ETI, PME, start-up de plus d'1 an. Durée, comme je vous l'ai dit, il faut que ce soit des projets de 54 mois pour la collaboration. L'aide maximale, c'est 363 000 €, tout en sachant que c'est dédié à l'organisme de recherche à hauteur de 100%. Pour la première relève de cet appel à projet, tout en sachant qu'il y en aura une autre plus tard, ça sera le 27 février 2026. Et comme assez classiquement, pour les dossiers, on les attend 3 semaines avant, donc 6 février 2026. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors oui, on a 2 questions sur Pionnier de l'IA. Une première de Renaud Coupa qui demande si les
Les sujets de débouchés civils issus du militaire sont éligibles. J'imagine que oui, ça peut se regarder. Après, pour plus de détails, nous contacter pour regarder avec vous. Après, il faut rentrer dans le reste du cahier des charges, mais je ne vois pas sinon le blocage. Merci. Et Mathias Pideri qui demande si on a une connaissance des candidatures retenues sur la première relève. Nous, on en connaît un petit peu parce que c'est nos membres, mais sinon, il n'y a pas eu de publication officielle de la part Non, la question, c'est plutôt quel profil, quelle maturité d'entreprise, quel consortium, quelle notoriété. Ah oui, pour le coup, on n'a pas assez de recul sur ça parce qu'on commence à avoir les résultats cette semaine auprès de nos membres. Donc, pas eu le temps de faire la synthèse encore. Une dernière question de Rémi Soyer. Pour les LabCom, quel digital a-t-il déjà accompagné des projets de ce type? Vous avez des exemples de structures qui ont abouti? Alors, moi, depuis que je suis là, non, mais dans le passé, peut-être, je ne sais pas si tu as une historique, toi, Arthur. Ouais, on a déjà fait. Après, il faut déjà, juste peut-être en petite précision, il faut déjà avoir une collaboration effective avec le labo, parce que vous engagez sur du très long terme, 54 mois. Mais voilà, si vous êtes intéressé pour un accompagnement, vu qu'on en a déjà fait, n'hésitez pas à nous écrire à projet@capdigital.com pour qu'on voit avec vous voilà, comment on peut vous accompagner, si vous avez une idée, avec un partenariat, avec un labo avec lequel vous travaillez déjà. C'est bon, Arthur? Ouais. Ok. Merci Alexandre. Donc on va aborder la troisième partie de ce webinaire, donc avec l'intervention de notre autre partenaire LGI. Donc ce sera Gilles Kenervé qui va aborder ce sujet, donc qui est Senior Project Manager chez LGI et qui abordera donc quelques appels à projets du cluster 5 d'Horizon Europe et de la mission Ville. Donc voilà, Gilles, je te laisse la parole. Oui, merci Arthur. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Très bien, parfait. Alors, donc comme vient de le dire Arthur, je vais commencer par présenter brièvement LGI et moi-même. Je vais vous parler aussi du cluster 5 et plus particulièrement des destinations 3 et 6. Et puis ensuite, je vais vous parler aussi des bonnes pratiques et faire un focus sur un ou deux calls. J'ai essayé de mettre un lien dans la partie lien. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, je crois que oui, puisque c'est promu. C'est juste pour vous rappeler un petit peu l'essentiel d'Horizon Europe, parce que je vais utiliser un petit peu un jargon spécifique à Horizon Europe. Et donc voilà, n'hésitez pas à consulter ce site du gouvernement qui est plutôt bien fait sur Horizon Europe. Donc, LGI, en quelques mots, donc c'est un cabinet basé à Paris, mais on a des collaborateurs un peu partout en France et on intervient sur le champ général de l'innovation durable avec les différents secteurs que vous voyez ici. Alors, il y a les secteurs, vraiment secteurs à proprement parler, c'est-à-dire énergie, mobilité, environnement, matières premières, etc. Il y a ce qu'on appelle les enablers en anglais, donc les facteurs d'innovation plutôt en français, qui vont être les aspects plus transversaux, à savoir le numérique, la donnée, la circularité, l'innovation frugale, etc. Et on a 4 lignes d'activité. Moi, je fais partie de la première, donc financement de l'innovation et pilotage de projet. Ça veut dire qu'en fait, on accompagne des porteurs de projets à trouver des financements et ensuite à monter leur projet en fonction de leur idée initiale pour faire correspondre leur projet aux opportunités qu'on a pu trouver, à la fois des opportunités qui peuvent être européennes, mais également nationales ou régionales. On a 3 autres lignes d'activité qui sont stratégie d'innovation, tout ce qui est management de l'innovation, mais aussi
go-to-market, business model, analyse d'impact, LCA. Et on a aussi 2 autres business units qui s'occupent du développement de plateformes numériques, avec tout ce qui va de la conception jusqu'au développement et au community management. Et enfin, une business unit qui est plus sur les aspects de communication. On intervient beaucoup dans les projets européens, mais on fait également du B2B. Voilà un petit peu pour LGI. Et donc, quant à moi, comme le disait Arthur, donc je suis chef de projet LGI depuis plus de 8 ans. Moi, j'interviens sur la phase d'ingénierie de projet, de montage de projet, en amont de la mise en œuvre, en amont finalement du résultat. Et quand les résultats sont positifs, je peux parfois aussi intervenir dans la phase de gestion. Moi, j'ai piloté et structuré de nombreuses propositions. Je fais beaucoup d'Horizon Europe, mais pas que. J'ai aussi fait du FEDER, du CEF, et plus récemment, je commence à me mettre à l'Innovation Fund. Voilà, j'ai un certain nombre de compétences dans la construction d'un consortium, la définition de l'architecture du projet, la rédaction des différentes parties qui composent la proposition et l'analyse de l'impact. Et puis évidemment, un soutien à l'élaboration du budget. En ce qui concerne les domaines, j'interviens essentiellement sur les énergies bas carbone, l'adaptation, les villes durables et l'environnement. Et donc, j'ai monté 22 propositions jusqu'à présent, et donc 16 ont été financées. Et plus spécifiquement, j'interviens beaucoup sur la mission ville, et notamment le projet Net Zero Cities, qui est le bras armé de la mission ville, avec un budget total de plus de 210 millions d'euros. Alors, dans Horizon Europe, on a différents piliers. Et donc le pilier 2, qui en fait c'est sur les défis sociétaux, les défis planétaires, il y a des clusters. Et plus spécifiquement, il y a le cluster 5, qui est un des clusters qui peut vous intéresser sur le climat, l'énergie, la mobilité, et qui est celui que je vais détailler maintenant. Vous aurez accès aux présentations, donc vous pourrez avoir le lien vers le dernier programme de travail qui est indiqué ici. C'est un des clusters les plus dotés. Et là, pour la prochaine période 2026-2027, il y aura donc 2,07 milliards d'euros dotés pour ce cluster. 95 appels à projets, qu'on appelle topic. C'est vrai qu'en général, on dit call, mais c'est un abus de langage. Pour être plus précis, un call, c'est un portefeuille de topics, en fait. Dans un cluster, il y a dans un programme de travail, il y a différentes destinations. Et donc, dans la destination du cluster 5 2026-2027, on va s'attarder surtout sur la destination 3 et la destination 6. Vous avez un certain nombre de chiffres qui sont affichés ici, mais je ne vais pas forcément rester là-dessus trop en détail. Vous pouvez aussi accéder au webinaire qui a été fait par la Commission européenne pour présenter le cluster 5. Donc, sur la destination 3, qui est la plus dotée du cluster 5, le but, c'est garantir le leadership technologique de l'Europe dans les énergies renouvelables et assurer la résilience du système énergétique via des solutions abordables et durables. Donc, c'est 775 millions. Et donc, sur cette enveloppe-là, 415 qui est pour la période, pour 2026, pour cette année. Avec 3 grands piliers, énergie renouvelable, système énergétique et captage, utilisation et stockage du carbone. Et ce qu'on observe dans cette destination, c'est que les sujets IA, data, numérique montent très fortement en puissance en ce qui concerne leur application à l'énergie. Là, je vous ai mis quelques appels de la destination 3 qui étaient aussi les appels qui vous avaient été envoyés par Arthur, me semble-t-il, en décembre, et qui avaient en fait retenu un peu votre attention. Et donc, voilà, 5 différents appels de cette destination 3 parmi de nombreux appels qui peuvent être assez pertinents pour vous. Donc là, vous voyez les deadlines ici.
voyez le type de projet. Donc, RIA, ça veut dire Research and Innovation Action. Ça concerne donc des projets avec des niveaux de technologie readiness level entre 5 et 7 environ. Là où une Innovation Action va être avec des niveaux de technologie et des readiness level de 7 à 9 environ. Bon, ça peut varier un petit peu, mais c'est ça à peu près la fourchette. Et donc, voilà, là, vous avez différents aspects différents appels qui ont trait au numérique. Donc, ici, c'est Targeting Key Value Chain Components for Increasing the Competitiveness of Renewable Energy Technologies in Europe. Là, on en a un autre sur le contrôle, en fait, un cadre pour le contrôle par l'IA pour le réseau et le stockage de l'énergie et l'intégration en fait dans le système. Et là, vous en avez un autre sur des algorithmes qui sont des algorithmes de forecast, donc de prévision pour la gestion du réseau. Et le fait qu'on fasse cela aussi en prenant en compte les attentes citoyennes. Là, vous en avez un autre sur les modèles de fondation de l'IA appliqués au secteur de l'énergie. Voilà. Donc, puis là, vous en avez un dernier sur l'IA générative et voilà, l'utilisation de l'IA pour valider des outils et des modèles. Je vais m'appesantir un petit peu plus sur cet appel à projet-là, le D322, AI-Driven Forecasting Algorithm for Grid and Consumer-Friendly Energy Sharing, qui fait partie du Societal Readiness Pilot. Donc, ici, le sujet, c'est le partage d'énergie locale, les communautés énergétiques. L'objectif est donc d'utiliser l'IA pour prédire la production et la consommation afin d'équilibrer le réseau localement. Là, voilà, différents mots-clés, machine learning, consommation énergétique, participation citoyenne. Et donc, dans un appel à projet Horizon Europe, vous avez toujours ce qu'on appelle des expected outcomes, attendus en français. Là, il y en a 4. Et puis, ensuite, vous avez la partie scope, donc qui ici est traduit par activité, qui va en fait venir détailler un peu plus les activités qui sont nécessaires pour atteindre les expected outcomes. Après, voilà, c'est souvent assez générique et c'est à vous, en tant que porteur de projet, de venir finalement trouver un concept et des activités pour atteindre les attendus qui sont en général assez globaux, comme vous pouvez le voir ici. Assez rapidement sur la destination 6 qui correspond au transport et à la mobilité de passagers et de biens. Donc là, l'objectif stratégique, c'est d'accélérer le déploiement de la mobilité connectée, coopérative et automatisée. C'est ce qu'on appelle le CCAM, avec notamment aussi une partie autonome, véhicule autonome. Pour les chiffres, c'est 280 millions avec 12 sujets, 12 topics. Et c'est donc une destination qui est assez ciblée, comme je disais, autour de la mobilité connectée, coopérative, automatisée. Et il y a notamment dans cette thématique-là un projet phare de 100 millions. C'est beaucoup plus intégré que la destination précédente où finalement on avait un portefeuille de multiples petits projets. Là, on a une notamment qui est de 100 millions. Et l'idée, c'est de faire des démonstrations à grande échelle de la CCAM, donc la mobilité connectée, autonome, coopérative. Voilà, c'est un peu des choses qu'on voit déjà sur d'autres continents. Ces initiatives de mobilité autonome, notamment aux États-Unis, en Chine. Et il y a une volonté de réfléchir à comment est-ce qu'on adapte ça au contexte européen. Il y a aussi d'autres thématiques, la logistique multimodale et les chaînes d'approvisionnement. Ce qui est intéressant pour Cap Digital et ses membres, c'est notamment le fait qu'on puisse utiliser le numérique pour améliorer le fonctionnement du fret et la compétitivité du fret.
notamment sur rail, mais pas que. Ça peut être aussi fluvial. Et routier, bien sûr. Et la dernière thématique ici, c'est sécurité, mobilité urbaine et rurale. Quelques appels ici, donc voilà, un sur la mobilité autonome qui est plus petit ici, je ne vous ai pas mis celui-là à 100 millions. Et puis un autre sur Enhanced Resilience in Multimodal Passenger Transport through Digital Technologies and Generative Discriminative AI. Donc on retrouve le transport multimodal de passagers et l'utilisation de technologies numériques et IA pour améliorer sa résilience. Maintenant, si on passe aux appels missions, donc les missions, c'est quelque chose qui a été créé dans le cadre du dernier programme de recherche de Horizon Europe. Dans Horizon 2020, il n'y avait pas cette composante-là. L'idée initiale des missions, c'était de rapprocher la recherche et l'innovation des citoyens avec en fait des KPI, des attendus, des objectifs clairs pour les citoyens. Et en fait, donc là, il y a 5 missions qui ont été créées dans Horizon Europe. Une sur l'adaptation au changement climatique, une sur le cancer, une sur la neutralité carbone au niveau des villes, une sur les océans et une sur les sols. Et donc, voilà, le modèle qui était en fait copié, entre guillemets, ou en tout cas duquel la Commission s'est inspirée, c'est l'initiative, c'est quand les Américains ont été sur la Lune. L'idée, c'était en fait qu'il y avait un KPI clair, c'était d'aller sur la Lune. Et en fait, l'idée, c'était d'aligner tous les différents acteurs qui ont contribué à l'achèvement de cet objectif. Et en fait, ensuite, de voir les différents spin-offs, les différentes retombées que ça peut avoir aussi pour d'autres secteurs que cette conquête spatiale. Nous, on va regarder plus précisément la mission ville et un petit peu aussi la mission adaptation dans le cadre de ces webinaires. En termes de chiffres, on voit que c'est aussi assez bien doté avec 1,2 milliard d'euros pour 2026-2027, ce qui correspond donc à 10% du pilier 2 dont je vous parlais précédemment. Voilà, je vous ai mis quelques appels qui avaient été retenus par Arthur notamment. Donc là, vous en avez le premier qui correspond en fait à un système de transport urbain et périurbain plus efficace et notamment grâce à la mobilité partagée. Là, vous avez en fait le type, donc, qui est une Innovation Action, on voit que c'est OTRL, avec des deadlines qui sont un petit peu plus éloignées de celle-ci. Dans les missions, finalement, c'est assez transversal, mais vous voyez là que ça reste quand même sectoriel. Donc là, vous en avez un sur la mobilité, le deuxième là que j'ai indiqué ici, c'est plus sur le bâtiment. Là, c'est sur les hubs de passagers multimodaux. Donc là, on est à nouveau sur la mobilité, le transport. Là, vous en avez un autre sur les solutions de logistique circulaire. Donc là, on est plus sur le transport de biens. Et un autre sur ce qu'on appelle le pre-commercial procurement, qui en fait correspond au fait d'aider des villes à acheter des solutions qui ne sont pas encore parfaitement matures, parfaitement commercialisables, mais qui permettent aux villes du coup d'acheter à un coût moindre des solutions qui pourraient, dans un futur proche, devenir extrêmement utiles pour la ville. C'est assez innovant, c'est quelque chose que il n'est pas forcément habituel pour une ville, mais qui peut être assez intéressant d'un point de vue économique. Un rapide focus sur Net Zero Cities et la mission de ville. Donc, Net Zero Cities, c'est le projet qui vient, c'est les projets même, qui viennent en fait soutenir la mission de ville et qui gèrent l'accompagnement des villes missions. Les villes missions, il y en a 111.
Et donc, ce que fait cette Mission Platform, c'est redistribuer du financement aux villes. Il y a aussi un portail unique avec toutes les villes qui sont dessus, qui peuvent interagir entre elles, qui ont accès à de l'information. Il y a aussi une expertise poussée d'un point de vue financier, c'est-à-dire que les villes, quand elles ont des projets qu'elles souhaitent faire financer, mais qu'elles ne peuvent pas forcément faire financer avec la dette, en fait, ou avec leur propre budget, nous, on va venir en fait, leur apporter un appui pour trouver des financements, que ce soit publics, que ce soit privés, avec aussi des configurations juridiques qui peuvent être assez spécifiques, notamment les B2B. Et il y a aussi une expertise technique qui est fournie, soit par le consortium directement, soit par le fait qu'on puisse contracter, faire du procurement pour elle, en fait, directement. Donc, c'est des projets qui sont financés à la fois par Agenda 20 et par Horizon Europe. Et donc, LGI, nous, on est impliqués dans la gestion, dans la communication, dans l'engagement du secteur privé, dans le développement du portail dont je vous parlais ici. Donc, si jamais vous avez des questions sur cette initiative-là, vous n'hésitez surtout pas à m'écrire. Je mettrai mon adresse mail dans le chat à la fin de ma présentation. Dans les villes missions, donc 111, il y en a 9 qui sont françaises, qui apparaissent ici, et elles ont toutes soumis leur Climate City Contract, leur CCC, qui est en fait leur roadmap, qui explique leur plan pour atteindre la neutralité carbone. Alors, le KPI de la mission, c'est d'ici 2030. Pour être parfaitement honnête, toutes n'arriveront pas à l'atteindre d'ici 2030. Je précise tout de même qu'on parle du scope 1 et 2, on ne parle pas du scope 3. Là, ce serait vraiment très, très difficile d'atteindre ce KPI-là d'ici 2030, si jamais on avait le scope 3 également. Et donc, pourquoi je vous présente ça? C'est parce que c'est nécessaire de bien prendre en compte Net Zero Cities et la mission ville pour éviter des projets qui seraient trop portables. Je vous passe rapidement sur cet appel à projet-là que j'avais en fait... pardon. Ah, en fait, c'est un peu trop appuyé sur le... Désolé. J'ai voulu faire avec mon clavier. Ouais. Oui, voilà, juste pour vous dire que c'est très important de connecter avec Net Zero Cities. Et donc, pour parler un peu de cet appel-là. Donc ici, on cherche à moderniser les transports publics. Désolé, je reprends la présentation parce que là, tu es sur les appels missions. D'accord. Si tu Donc, peux juste me montrer la diapo moi, je vois pas la 55. slide. Là, je vois la slide de l'appel à projet dont tu parles. Ah, d'accord. Moi, je vois pas celle-là, mais c'est pas bien grave. Tu as un petit bug de ton côté, mais c'est... Du coup, oui, ce que je voulais dire sur cet appel, j'espère que du coup tout le monde peut bien le voir, parce que moi je vois en fait les aides pour se faire accompagner là. Mais en tout cas, cet appel-là, en fait, cherche à moderniser les transports publics. Et en fait, l'Europe veut voir comment on combine bus et tramway de manière plus efficace via de la mobilité partagée pour couvrir le dernier kilomètre. C'est une Innovation Action et on veut des démos réelles dans une Innovation Action avec un budget assez confortable de 10 millions par projet. La contrainte ici, c'est qu'il faut 3 villes missions dans le consortium. 3 villes dans le consortium, dont une au moins qui fait partie des 111 villes missions. Voilà. Donc, si je passe ensuite au prochain slide, je veux bien que tu le fasses, Arthur, parce que moi, je ne vois pas en fait exactement ce que vous voyez. Là, Sur les sur la bonnes slide bonnes pratiques. pratiques. Ouais, voilà. Donc, ce qui est important, c'est de vraiment bien lire le call. Je sais que c'est assez évident, dit comme ça, mais on observe que ça devient quand même de plus en plus dur d'être sélectionné, de plus en plus de propositions concurrentes, notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle, hein, on ne va pas se mentir. Et donc, il faut bien s'assurer qu'on répond à tout ce qui est attendu dans l'appel à projet et que du coup, le consortium a aussi l'expertise pour couvrir toutes les activités qui sont prévues dans le topic. Il faut avoir un consortium divers et géographiquement équilibré. Il ne faut pas que vous ayez, mettons, la France qui représente 80% du budget et 4/5 des partenaires. Ça, c'est assez évident.
faut rassurer aussi l'évaluateur sur le fait qu'on connaît l'état de l'art et qu'on va vraiment faire quelque chose qui va aller au-delà de l'état de l'art. Donc, il va falloir bien l'expliquer dans le projet. Et au-delà de ça, en fait, rassurer sur l'exploitation en fait, de la proposition du projet après la fin du financement européen, parce que c'est toujours aussi un petit peu la crainte de la Commission de financer des choses qui vont finir dans les cimetières des projets européens et qui n'auront pas de suite. Donc, c'est vraiment très, très important de bien s'assurer qu'on a un impact solide et durable. Et puis, avoir un coordinateur qui est vraiment motivé et capable, ça, c'est vraiment la clé parce que le coordinateur embarque tout le monde derrière lui et voilà, c'est vraiment la base. Pour trouver des partenaires, rapidement, vous pouvez vous servir évidemment de votre réseau. Vous pouvez faire évidemment appel à un consultant. Vous pouvez utiliser les projets précédents. Et pour ça, il y a un super site qui s'appelle Cordis qui vous permet de voir en fait ce qui a déjà été financé. Il y a aussi un autre site que vous pouvez retrouver sur le dashboard du portail du participant, qui est aussi assez utile, qui vous permet c'est vraiment une mine d'or avec tous les projets qui ont déjà été financés. Il y a des infos d'aide de la commission, il y a le ministère aussi avec les PCN, il y a les clusters comme Cap Digital. Donc voilà, le plus tôt, le mieux pour en fait, commencer à préparer son projet. Voilà pour moi, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je te passe la parole, Arthur. Merci Gilles, non, c'était bien, c'était très clair. Merci pour cette présentation. Je vois pas de questions pour l'instant dans le chat. Peut-être, si vous en avez, n'hésitez pas, à les poser. Peut-être en attendant, moi je vais rappeler que, voilà, que je l'ai un peu dit en introduction, mais du coup, on a sélectionné et fait un travail de sélection d'appel à projets sur Horizon Europe, hein, cluster 5, inclus bien évidemment. Donc, voilà, si vous avez un intérêt pour savoir, quels est les appels qu'on a sélectionnés et sur lesquels on peut accompagner nos adhérents, jusqu'au dépôt de projet, enfin voilà, à participer à cette activité d'émergence de projet grâce à notre réseau, grâce à nos partenaires et cetera. N'hésitez pas, à nous contacter. Voilà, et si bien sûr, vous souhaitez en savoir plus sur LGI, notamment qui a une expertise particulière sur la mission ville, hein, avec, l'implication directe dans Net Zero City, voilà, n'hésitez pas à nous demander ou à le contacter Gilles directement. Je vois qu'il a mis son contact dans le chat. Donc, bon, s'il y a pas d'autres questions, je vais, passer, à la clôture du webinaire. Donc, merci beaucoup Gilles et à bientôt. Merci beaucoup. Donc voilà, il l'a peut-être rapidement évoqué, mais pour rappel, hein, si vous avez, un montage de projet européen, si vous êtes impliqué dans un montage de projet européen, surtout en tant que coordinateur, mais parfois en tant que partenaire, vous pouvez bénéficier de certaines aides, hein. Si vous êtes une entreprise privée, BPI propose des diagnostics, Europe ou PTI en fonction de projets collaboratifs ou non. Et voilà, après si vous êtes plutôt issu de la recherche, donc l'ANR propose une enveloppe, fixe, hein, donc de 36 000 € sur 2 ans pour aider les coordinateurs dans cette activité de montage de projet. Et voilà, et puis ensuite il y a d'autres aides au niveau de la région qui met à disposition donc des ressources et de une sorte de consulting, de relecture de projet, voilà, pour les porteurs de projets, et au niveau aussi de la région Hauts-de-France, c'est accessible. Hem, je vois qu'il y avait aussi une question qui vient d'avoir lieu dans le chat, de Mathias Pideri. Est-ce qu'il existe un outil pour créer des consortiums? Je ne sais pas si Gilles, tu es encore là? Si tu as quelques éléments de réponse sur, voilà, comment aider les porteurs de projets à intégrer des consortiums sur ces sujets? Oui. Il faut savoir que sur le site de l'appel à projet de la Commission européenne, vous avez en fait, vous pouvez exprimer votre intérêt pour un appel. Et donc, en fait, vous serez visible par tous les porteurs de projets qui souhaitent en fait, monter un projet sur le topic donné. Donc, ça, c'est une première manière de faire. Après, comme je disais préalablement, moi, ce que je conseille en général aux gens que j'accompagne, même quand effectivement ils ne veulent pas forcément être coordinateurs, c'est de lancer plein de bouteilles à la mer.
mettons que vous vouliez en fait présenter un projet sur la mission ville, vous allez contacter en fait toutes les villes que vous connaissez, les différents acteurs qui interviennent sur, même privés, hein, sur la thématique donnée, vous demandez si il y a déjà un consortium en cours de préparation. Vous regardez les projets précédents sur Cordis. En général, vous avez le contact. Vous pouvez en fait envoyer directement un message au coordinateur de projet pour voir s'il y a une suite. Vous pouvez également faire appel à un consultant qui va venir vous aider aussi là-dessus. Et puis, vous pouvez demander aux clusters qui sont ou aux ONG qui sont référentes sur le sujet. Donc, Cap Digital en est un, mais il y a aussi, mettons que vous vouliez aller sur la mission ville, justement, vous pouvez contacter France Ville Durable, qui va venir éventuellement vous aider ou donner les bons contacts, etc. Donc, dans un premier temps, il faut voir assez large. Vous envoyez un mail à vos contacts ou aux contacts que vous trouvez avec votre but, ce que vous pouvez apporter dans le cadre de l'appel, et vous voyez en fait comment ça se passe. Vous faites les premiers appels et puis il faut que vous puissiez indiquer en quoi votre apport apporte de la valeur ajoutée au projet. Après, il y a aussi des infos d'aide de la commission, c'est-à-dire des événements avec les différentes personnes qui sont parfois, ou organisations qui sont intéressées par les différentes thématiques. Et là aussi, c'est un moment où vous pouvez rencontrer des partenaires. Par contre, il n'y a pas forcément de guichet unique pour en fait, chercher des partenaires, intégrer les consortiums au niveau européen. C'est vraiment, ça se fait de manière assez décentralisée, je dirais. Merci Gilles, pour ces quelques conseils. Et donc, ouais, tu l'as dit, mais voilà, il existe aussi des événements organisés par la commission ou au niveau national. Donc voilà, ici, quelques événements qui peuvent peut-être vous intéresser si vous voulez approfondir, voilà les appels, hein. Il y a le Horizon Europe Info Day du cluster 5 qui aura lieu, jeudi, donc toute la journée, c'est en ligne, hein. C'est organisé par la Commission européenne. Donc là, l'ensemble des appels à projets du cluster 5 seront abordés. Donc vous pouvez regarder sur le lien, en fonction des destinations qui vous intéressent, à quelle heure la présentation sera faite. Le 20 et 21 janvier, alors là, c'est du coup l'info day sur les missions dans l'ensemble. Donc il aura lieu sur 2 jours et là, c'est pareil, il faut regarder sur le lien, en fonction de la mission qui vous intéresse, à quelle heure aura lieu la présentation pour la suivre. Et enfin au niveau national, il y aura un webinaire de présentation de la mission adaptation au changement climatique organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, celui de la transition écologique et BPI France en tant que PCN. Voilà, ce sera de 10 heures à 12h30. Voilà, le lien est également accessible pour vous inscrire. Donc voilà, pour terminer, un autre événement, qui peut-être peut vous intéresser si vous êtes, plutôt dans le secteur des industries culturelles et créatives. On organise, les PIDXP, donc lors du salon, du PIDS, hein, d'Angers. Alors ça aura lieu le 22 janvier prochain. Donc il y aura une bonne dizaine de démonstrations, de démos qui seront proposées lors de ce salon. Si vous êtes, sur place, n'hésitez pas à nous rendre visite. Voilà, merci à tous, Il y avait les liens, Arthur, dans les infodays ou je sais pas quoi. Tu les as mis les liens pardon? sur les infodays ou pas, Arthur? Tous les liens Tous les liens sont ici dans la présentation. Donc vous la recevrez Voilà, après. vous les recevrez à l'aide. Avec tous les liens pour vous inscrire à tous les événements listés. Et pour ceux qui ne sont pas. Enfin, qui sont arrivés en retard, j'ai vu, vous aurez tout le résumé en consultant la présentation qui vous sera envoyée par mail. Merci. 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 Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.